Salut les devins, c'est Saikyo. Pourquoi est-ce que Kaguya a cherché à trahir, voire même à tuer, en tout cas l'a laissé pour presque mort, le personnage de Ishiki Otsutsuki? C'est le sujet dont on va traiter dans cette vidéo-là. Sujet qui fait suite directement, mais extrêmement directement, à ma précédente vidéo qui date du 4 juillet 2020, il n'y a pas si longtemps. Le lien se trouvera en description, dans laquelle je vous parlais de, selon moi, du Dojutsu Darmagan. C'est ainsi que je l'avais moi-même nommé, suite à de nombreuses recherches de ma part. Le Dojutsu Darmagan de Ishiki Otsutsuki et les 9 pouvoirs que l'on aurait pu lui attribuer en fonction de 9 références mythologiques qui ont l'air extrêmement reliées à l'œil, au nouvel œil que présente Ishiki dans le tout dernier chapitre en date à ce jour du manga Boruto. Cependant, cette vidéo était une introduction à beaucoup d'autres sujets. De mon côté, j'ai énormément continué les recherches, à trouver des analogies, etc. Et aujourd'hui, je voudrais faire suite à cette vidéo-là avec le sujet donc de la trahison de Kaguya que nous avions appris il y a quelques chapitres en arrière, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vis-à-vis de Ishiki Otsutsuki, ce qui l'a laissé pour presque mort. Heureusement pour lui, que Ishiki a trouvé Jigen et qu'il a pu s'immiscer à l'intérieur de son corps, le parasiter, pour faire récemment sa résurrection. Donc aujourd'hui, on va se parler du pourquoi Kaguya a-t-elle fait cela, pourquoi est-ce qu'elle a trahi son propre sang, étant donné que généralement, les Otsutsuki viennent par paire, et on l'a vu avec Momoshiki et Kinshiki, il y a quand même une allégeance, surtout de un vers l'autre, qui est très forte, et normalement on ne se trahit pas entre Otsutsuki, hors cas extrêmement rare. Du coup, dans la toute première vidéo, j'avais établi quelques éléments, je vais les récapituler très brièvement, mais si vous découvrez ma vidéo aujourd'hui, je vous salue, je vous remercie, mais il vous faudra probablement regarder la première vidéo pour comprendre ce qui suit aujourd'hui. Mais en gros, nouvel œil de Ishiki Otsutsuki qui renvoie à la roue de la loi, au Dharma Chakra, à la roue Dharma en croyance bouddhiste qui est une des deux croyances principales au Japon. Cet œil-là dispose de 8 branches, il peut se développer à 12, à 24, à 31 branches, mais Ishiki en a 8 sur son œil pour le moment. Et j'avais fait toute une analogie vis-à-vis de ces 8 branches et de 8 pouvoirs correspondants, comme par exemple la vision juste, ce qui pourrait expliquer qu'il est capable de lire au travers des gènes. Mais j'avais développé également le cas d'un 9e pouvoir de Ishiki Otsutsuki qui serait lié à ce symbole que vous voyez entouré de rouge au niveau de son torse. C'est moi-même qui l'ai entouré de rouge bien sûr pour vous le faire ressortir. Ce symbole s'apparentant énormément à un maillet magique, un marteau magique en mythologie japonaise qui s'appelle le Uchide no Kozushi, et celui-ci, ce maillet de la chance, permet énormément de choses, permet d'accorder la bonne fortune, etc. Mais il permet aussi à son utilisateur d'accorder tous les vœux. Et Ishiki nous avait fait part du fait qu'il voulait réaliser les vœux de tout le monde, même ceux de Amado. Mais au-delà de ça, dans certaines croyances japonaises et certains folklores, ce maillet magique permet à volonté de changer de taille. On peut devenir très petit et on peut devenir très grand. Ou alors on peut aussi opter pour une taille dans la moyenne humaine par exemple. Il est capable de cela. Et Ishiki est comme par hasard un personnage qui est en mesure de devenir extrêmement petit et d'arborer aussi une taille relativement humaine, humanoïde. Donc tout cela corrobore, tout cela correspond. Pourquoi est-ce que je pose cela? Parce que maintenant on va poser un cadre supplémentaire à la situation. Prenons le cas de Kaguya. Je vais poser des essentiels à cette vidéo-là. Kaguya Otsutsuki, que l'on considère comme une princesse. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. D'ailleurs, il y a même d'autres films d'animation, il y a un folklore japonais autour de la princesse Kaguya. Donc là, l'analogie, la référence est juste évidente par rapport à Kaguya. Nous savons une chose aussi d'assez longue date maintenant, c'est le fait que Kaguya avait une peur, ou plutôt une crainte, vis-à-vis de Momoshiki et de Kinshiki, même si peut-être qu'elle aurait pu se les faire, mais en tout cas, elle en avait une crainte. Et des fois, vous savez, on a peur de choses alors qu'on les dépasse. Ces choses-là, Kaguya avait cette crainte. Ce que nous savons également et que je souhaite poser comme cadre, c'est que nous avons eu des espèces de romans que l'on appelle des light novels. Concernant le film Boruto Naruto Next Generation, nous l'avons eu en film, nous l'avons eu adapté en manga, nous l'avons eu adapté en animé, mais dans le roman, il est précisé, ou en tout cas il est indiqué, que Momoshiki est considéré comme un ogre. Alors c'est vrai que je vous montre une image pour petit rappel, mais je pense que vous le voyez tous, il est un Otsutsuki un petit peu classique, quoi, avec la classe qui va avec ces personnages-là, mais bon, on ne peut pas dire qu'il ressemble à un ogre, mais en tout cas, une fois que Momoshiki avait absorbé, fusionné, bouffé Kinshiki, il ressemblait un petit peu à un ogre, et là je pense que c'est indéniable. Donc voilà, je voulais commencer par poser ces ressemblances-là, j'espère qu'elles vous resteront en tête durant cette vidéo-là, parce qu'elles sont très importantes. Du coup, lors de mes recherches, non pas par rapport à l'œil du Dharma, mais par rapport au marteau magique, là vous savez, le Uchide no Kozushi, je me suis rendu compte que celui qui l'avait manié portait un nom qui me rappelait quelque chose, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Isun ou Ishun Boshi. Franchement, si on rassemble la plupart des sonorités, on retombe sur Ishi. Il manque que le ki de Ishiki.
Mais en tout cas, Isshinboshi et Ishiki, vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez ce truc-là, mais je trouve que c'est assez ressemblant. Mais surtout, cette histoire-là a 3 variantes principales, et dans les 3, dans le folklore japonais, il y a des ressemblances avec l'histoire de Ishiki et de Kaguya qui ne peuvent pas être niées. Et il m'apparaît de manière claire et évidente que l'auteur de Boruto va le prendre en référence aussi. Prendre en référence, bien sûr, je le rappelle, ne veut pas dire qu'ils vont appliquer à la lettre le récit de Isshinboshi, mais ça veut dire qu'ils vont fortement s'en inspirer pour le retranscrire à leur propre sauce, à leur propre manière, dans le manga Boruto prochainement. Donc dans la toute première histoire, et je vais vraiment vous les raccourcir, il y aura des liens en description comme d'habitude, si vous voulez vraiment lire à propos de ces histoires-là, les découvrir, passer un petit temps, parce que c'est aussi de l'apprentissage et c'est cool, grâce à Boruto on peut apprendre des trucs extérieurs à l'œuvre, dans d'autres folklores, œuvres, etc. Ce Isshinboshi a des problèmes dès la naissance, il est extrêmement petit. On dit qu'à sa naissance il fait 3 cm de haut, et il aura donc des problèmes avec ses parents qui vont avoir du mal à l'accepter, etc. Et ensuite, ce personnage-là va finir par se battre contre un ogre, et pour pouvoir battre cet ogre, il va utiliser le marteau, le Uchide no Kozushi, pour pouvoir grandir à taille à peu près moyenne, quoi, dans la moyenne, et pouvoir se battre contre l'ogre. D'ailleurs, on dit même que ce Isshinboshi se déplace avec une espèce de bol sur lui, c'est ça qui lui permet de naviguer, etc. C'est une petite parenthèse, mais ce bol me fait un petit peu penser à ce qu'a utilisé Ishiki pour sceller Naruto il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous rappelez, à la fin du combat entre Jigen face à Naruto et Sasuke. Je trouve que cette coupole là ressemble pas mal. Bref, ça on s'en fout un petit peu. Donc, on se rend compte qu'on a un personnage Ishiki qui peut être extrêmement petit, et Isshinboshi l'est aussi de base. Il utilise le Uchide no Kozushi pour se battre, mais aussi pour devenir plus grand ou plus petit. C'est le cas de Ishiki, en tout cas Ishiki capable de se rapetisser et de grandir. Et probablement que c'est le marteau qui est inséré devant lui, qui est gravé sur lui. Et dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'il se bat contre un ogre? Parce qu'en fait, il va se battre pour sauver une jeune femme de bonne famille. Cette jeune femme de bonne famille va alors se marier avec lui. Donc là, je vous avais dit en tout début tout à l'heure que Kaguya était considérée comme une princesse. Je pense que femme de bonne famille, ça peut très fortement résonner avec une princesse. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée en vous rajoutant que Momoshiki est décrit comme un ogre dans le light novel de Boruto, Naruto Next Generations, et nous avons bel et bien un combat entre Isshin et un ogre. Ce même ogre ou démon, parfois c'est comme ça qu'il est dénommé dans le récit folklorique original japonais, qui est le possesseur du fameux maillet magique. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait une divinité au Japon qui le possédait, mais dans l'histoire de Isshinboshi, c'est bel et bien l'ogre qui avait le maillet juste avant que Isshinboshi ne le batte. C'est suite à la défaite de l'ogre que le maillet pourra être récupéré par la princesse et par le fameux Isshinboshi. Donc si on transpose tout cela, on pourrait même se dire que si à un moment de l'histoire de Boruto, le passé de Ishiki, de Kaguya, de Momoshiki, de Kinshiki nous est expliqué, on pourrait imaginer que le précédent possesseur, le précédent propriétaire du marteau magique n'était pas en réalité Ishiki qui l'a toujours eu, mais c'était peut-être même Momoshiki. Et que suite à une certaine bataille, suite à un certain conflit, eh bien le marteau a changé de propriétaire pour venir chez Ishiki. Donc Ishiki s'en sert très probablement pour changer de taille à volonté, mais Momoshiki s'en servait très sûrement pour d'autres motifs. D'ailleurs, dans le récit folklorique original, le démon, l'ogre, ne s'en sert pas pour changer de taille, il s'en sert pour d'autres fins, pour réaliser d'autres vœux. Donc à partir de là, il y aura en fait tout un lore Otsutsuki qui nous est inconnu à ce moment-là, avec un passé peut-être même de combat qui aurait pu avoir de conflit entre Ishiki et Momoshiki, pourquoi pas, ce qui expliquerait pourquoi Kaguya a certains préjugés sur Momoshiki et Kinshiki parce qu'elle sait déjà qu'ils sont mauvais. D'ailleurs, les ogres contre lesquels s'est battu Isshin, ils étaient 2. Ishiki et Kinshiki sont 2. Bon, après, il y a l'absorption qui n'a pas lieu dans le folklore de Isshin, mais ça ressemble vraiment énormément. Et cela nous amènerait aussi alors à comprendre qu'il y a eu un conflit entre Kaguya et Ishiki qui faisait un peu la paire, contre Kinshiki et Momoshiki qui eux aussi faisaient la paire. Il y a eu un conflit dans le passé, personne n'en est mort, mais bon voilà. Il y a eu ces variations de taille pour Isshin et donc pour Ishiki, grâce au maillet de la chance, au Uchide no Kozushi. Et forcément que s'il y a eu tout ça qui s'est passé dans un passé lointain, ça veut dire qu'il y a réellement toute une installation scénaristique autour des Otsutsuki. Ça ne peut pas être autrement. Du coup là on sort du cadre de ce sont des êtres froids qui se déplacent uniquement pour bouffer, pour survivre, etc. Chose qui est déjà peut-être intéressante de base, parce que ça leur donne ce côté froid distant de nous, du lecteur, mais là, ça voudrait dire qu'il y a toute une structure derrière, on peut aller beaucoup plus loin avec, pourquoi pas,
la distinction entre des Otsutsuki royaux, donc Kaguya, princesse, etc., qui en descendraient, d'autres de classe plus basse, socialement parlant, pas forcément en termes de puissance, comme Ishiki. Ishun était de basse classe. Peut-être des êtres qui sont liés à des armées ou autre chose un peu plus sanguinaires, comme Momoshiki et Kinshiki, qui enverraient des troupes ou des éléments, voilà, comme les deux que je viens de citer, et on aurait des personnages comme Kaguya et Ishiki qui sont unis par une romance et qui se retrouvent pris entre deux feux, qui doivent se battre un peu contre leur gré comme cela pour s'en défaire, qui fuient au travers les mondes, etc. pour survivre, mais aussi pour les laisser derrière eux. Ces deux-là n'arrêtent pas de les traquer. Là, on pourrait avoir une boucle qui est bouclée. Sans oublier bien sûr qu'en termes de structure, une structure a toujours quelques petites failles, et on aurait aussi des électrons libres relativement du bon côté, comme Toneri, par exemple Toneri Otsutsuki. Au final, on se rendait compte que Momoshiki et Kinshiki avaient plutôt, vous me direz ce que vous en pensez, une relation de protecteur et de protégé. Le protecteur étant Kinshiki et le protégé étant Momoshiki. Du côté de Kaguya et de Ishiki, bien évidemment, il y a cette relation-là, vu que Ishiki, donc Ishunboshi, a préservé, a sauvé la princesse des ogres, et Ishiki l'aurait probablement fait dans le passé par rapport aux deux autres Otsutsuki, mais au-delà de ça, il y a aussi une relation de romance, voire même de mariage. Et du coup, le problème, c'est qu'ensuite, on sait de manière sûre, ça c'est un fait, c'est pas une théorie, que Kaguya a eu des enfants. Elle les a eu même d'ailleurs avec des terriens. Des terriens que les Otsutsuki considèrent comme des êtres inférieurs. Ça veut dire qu'elle s'était prise d'amour pour un homme terrien, a eu 2 garçons avec lui, qui sont du coup métis, ça se voit vraiment sur leur physique, ils sont un peu entre les deux. Et étant donné que les Otsutsuki se croient toujours comme supérieurs à tout, qu'ils peuvent tout dévorer sur leur passage, que les autres ne valent rien à côté d'eux, qui sont insignifiants, je pense que vous voyez à quel point ça a dû créer un conflit. Déjà le fait que Ishiki se sente trahi, et qu'en plus elle ne l'a même pas trompé avec un Otsutsuki qui serait de même rang en termes de nature, de naissance et de race, si je peux le dire ainsi, mais qu'elle l'aurait trahi avec un sous-être aux yeux de Ishiki. Du coup, le conflit Ishiki face à Kaguya aurait éclaté. Au moment par exemple où Ishiki a découvert que ses enfants existaient, un combat s'est lancé, ou alors sentant que Ishiki allait vraiment virer mal, Kaguya a pris les devants, elle est passée derrière lui, elle l'a planté, et du coup il est resté pour à moitié mort. Et elle ne l'aurait peut-être pas terminé par pitié pour lui, peut-être parce qu'elle n'arrivait pas à mettre le coup final et espérer qu'il meure entre guillemets par lui-même suite à ses blessures, ou espérer qu'il pourrait se reprendre et mener sa vie ailleurs sans jamais la persécuter par la suite. Du coup, comme on le disait, dans un live très récent sur la chaîne du collègue ProSensei, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description, la rediff du live est cool, et voilà, si ça vous dit d'aller la voir, il semble que Kaguya a tué Ishiki après avoir mangé le fruit. Et du coup, comme le disait ProSensei, ça collerait vraiment avec la période où Kaguya, comme nous le montrait vers les épisodes de la fin de Shippuden, s'absentait et revenait durant d'étranges périodes. Et peut-être que durant ces périodes où elle s'absentait, durant l'une d'entre elles, elle est partie se battre contre Ishiki, d'abord parler peut-être un petit peu avec lui, ensuite lui apprendre l'existence de ses enfants, puis un jour partir en bataille pour clairement l'achever dans une autre dimension ou autre, pour que ça n'ait pas réellement d'impact, parce qu'un combat à cette hauteur-là, je pense que ça fait du mal à la Terre, ça colle clairement. En plus, on peut aller un petit peu plus loin, comme le disait Darkos sur le même live, le copain Darkos, qui disait qu'il était en train d'analyser l'étymologie autour du nom de Ishiki. Bien évidemment, dès qu'il m'en a parlé en plein live, j'ai été faire quelques petites recherches, et c'est extrêmement cool, mais je sais que Darkos va traiter de ce sujet-là très prochainement sur sa chaîne YouTube, alors je lui laisse la primeur de développer ce sur quoi il a travaillé depuis quelques jours ou semaines. Je pense que ce sujet lui tient à cœur et je pense qu'il a pas mal taffé cet aspect-là du sujet, et on peut espérer aussi que sa vidéo ne tarde plus trop sur sa chaîne YouTube pour découvrir ce qu'il a à nous dire par rapport à l'étymologie de Ishiki. Tout ça pour vous dire que des choses à développer par rapport à ce personnage-là et les Otsutsuki l'entourant, il y en a énormément. Du coup, vous avez une première version de pourquoi Kaguya aurait pu faire cela. Il y en a une deuxième qui est liée à la suite, à la deuxième version du folklore chez les Japonais. Vous savez que les mythes et les légendes ont toujours 2, 3, 4, 5 façons de se raconter. Il y en a 3 principales pour celle de Ishunboshi, le petit homme là dont je vous parlais de 3 cm. La seconde version, elle est peut-être un petit peu plus sombre, vous me direz ce que vous en pensez, c'est quasiment la même histoire, sauf que les parents à la naissance de cet enfant de 3 cm se disent c'est pas possible, c'est un monstre, un démon là qu'on a eu, on ne peut pas le garder, du coup ils l'ont rejeté. Ishunboshi vivra et travaillera chez un homme haut placé, qualifié d'ailleurs dans ce mythe-là de chancelier, sauf que Ishunboshi, donc théoriquement celui qui fait référence à Ishiki, a vécu longtemps, toute sa vie en fait, dans ce palais-là, et les années passant, le chancelier finira donc par avoir un enfant. Cet enfant sera une fille, et au fil des années, Ishun tombera fort amoureux de celle-ci une fois qu'elle aura grandi,
mais lui-même est trop petit de taille. Il se dit, mais en faisant 3 cm, avec qui est-ce que je vais me marier? Du coup, il veut à tout prix l'épouser, il veut vivre avec, ça devient vraiment viscéral pour lui, et ce qu'il va faire, il va faire quelque chose de mauvais, contrairement à la première histoire dans laquelle il se bat de manière honorable face aux ogres pour sauver la jeune princesse et tout ça. Et bien là, en fait, il va piéger le père de cette jeune femme et lui faire croire qu'elle aurait volé des éléments importants et chers à la famille. Le père va s'en trouver furieux, il voudra injustement tuer sa fille, et comme par hasard, Ishun va faire la médiation entre les deux. Le père ne va pas tuer sa fille, il va partir par contre et quitter totalement et définitivement la maison, et Ishun se retrouve alors seul à vivre à la maison avec cette femme, et se sentira libre de l'approcher émotionnellement comme il le veut, sans le regard du père. Ishun deviendra en charge de la protection de cette femme. Donc on retrouve les deux éléments, le côté protecteur, le côté amoureux, étant donné que cette femme ne devait pas avoir forcément trop de rencontres au-delà du cadre familial et de là où elle habitait, elle a dû s'éprouver d'amour, etc. pour lui aussi. Donc on retrouve le lien, un Otsutsuki qui en protège un autre plus important socialement. Elle n'est pas qualifiée de princesse ici, mais elle est fille de chancelier, ça revient un petit peu au même. Dans cette histoire-là, il y a aussi une histoire d'ogre. Ishun se bat contre un ogre, il le bat différemment, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ishun reçoit d'ailleurs, en rentrant chez lui, une promotion sociale, il évolue donc dans la hiérarchie, etc. Il devient plus important, j'aime pas dire ça, mais en gros, il devient plus important socialement, et donc cette version-là du folklore, ça ressemble quasiment à la première version, un petit peu peut-être moins émotionnel, et la seule chose qui viendrait différer, c'est que Ishiki était de basse classe et il a fini par monter en grade. C'est la seule chose qui changerait. Et si on applique ça au Otsutsuki, peut-être qu'il était un Otsutsuki de basse naissance et que à la force de ses efforts, ou peut-être des tromperies comme il a trompé son beau-père, eh bien peut-être qu'il a pu monter en grade chez eux, et du coup Kaguya au fil des années se serait rendu compte que Ishiki n'était pas si clair que ça dans ses intentions, peut-être qu'il a trahi déjà son propre père à elle, qu'elle s'est dit c'est bon, j'en ai rien à foutre, je vais laisser mon cœur raisonner par lui-même, et qu'elle s'était prise d'amour pour un terrien, a eu ses enfants avec, et que Ishiki n'a pas supporté cela, et donc Kaguya s'est battu contre lui, elle a eu le dessus, et elle l'aurait presque tué. Troisième version, plus courte, Ishun marie la femme, après toutes ces aventures, mais il y a une histoire de symbolique. La symbolique en plus, c'est que si l'homme, le Ishun, met de la nourriture dans la bouche de sa femme, eh bien c'est un signe, dans ce folklore-là, que la femme en question accepte le mariage. C'est un petit peu la manière de demander un mariage et de l'accepter. Si elle avait dévié la tête, qu'elle n'aurait pas pris la nourriture, ça voudrait dire que je ne me marie pas avec toi. Alors au début, je me suis dit, on s'en tape de cette histoire-là, mais en fait, j'ai repensé à toutes les histoires de fruits du chakra et tout ça, le fameux fruit que Kaguya a mangé, et je me suis dit, est-ce que l'œuvre Boruto n'a pas adapté aussi, en fait, fait un mix des trois folklores avec l'histoire de nourriture? Peut-être qu'il y a eu donc cette histoire où les deux sont plus ou moins amoureux de l'autre et tout ça, et sauf que Ishiki, donc Ishinboshi, aurait souhaité mettre le fruit dans la bouche de la femme pour qu'elle l'accepte et qu'elle se marie, mais Kaguya aurait pris le fruit par elle-même, elle aurait devancé Ishiki, elle aurait mangé le fruit. Déjà, ça aurait foutu un petit bordel au niveau des Otsutsuki parce qu'il faut pas trop jouer avec les fruits, peut-être qu'il faut juste les transporter, etc. Et elle aurait refusé le mariage car elle venait de s'éprendre d'amour pour un homme donc terrien, et elle savait qu'elle était probablement enceinte et qu'elle avait donc des enfants métissés Otsutsuki terriens qui arrivaient. Elle ne pouvait donc pas décemment accepter la proposition de mariage et la demande de Ishiki. Donc le fruit en aurait été la symbolique, et vous voyez encore une fois que tout s'emboîte. D'ailleurs, avec ces trois histoires, on se rend compte que la thématique parent-enfant, qui est extrêmement développée depuis le début de Boruto, parce que c'est vrai que j'arrête pas de vous dire qu'il y a des références mythologiques à droite à gauche, mais il y a aussi des thèmes beaucoup plus d'actualité. La relation mère-fille, la relation mère-fils ou la relation père-fille est extrêmement développée, on peut pas passer à côté. Le fait par exemple, et entre autres, il y en a beaucoup d'autres, que les enfants vont faire, malgré eux, vont faire évoluer en bien ou en mal leurs parents. Ou alors par exemple que le fait que les enfants soient là, qu'ils grandissent, qu'ils aient leur propre mentalité, qu'ils fassent partie du monde ninja, cela crée des conflits intergénérationnels. Comme on a eu entre Boruto et Naruto, comme on a eu entre Sasuke et Sarada, un petit peu ça a été développé entre Sarada et Sakura, parfois il y a des cas qui se passent plutôt bien, même si l'enfant est un petit peu teigneux comme entre Chocho et Shoji, et j'en passe, il y en a eu beaucoup. Du coup, pourquoi est-ce que cette réalité-là, du conflit intergénérationnel et de ce que cela peut créer en termes de ramifications par rapport à toutes les parties prenantes d'une histoire, ne s'appliquerait pas également au cas des Otsutsuki? Enfin, pourquoi est-ce qu'il dérogerait à la règle, étant donné que Kaguya a eu des enfants? Donc je pense que, voilà, toute cette histoire d'amour, de trahison, de Momoshiki, de Kinshiki, les fameux ogres, les combats qu'il y a eu, un passé douloureux, un présent difficile, et un futur en fait tout bonnement impossible car Kaguya, son cœur a dérivé vers quelqu'un d'autre,
Je pense que Ishiki a probablement viré dans sa tête à cause de ça, et Kaguya, quel est tort ou raison, s'est senti obligé pour sa pérennité et celle de ses enfants de protéger ses intérêts et donc de mettre fin, temporairement du moins, aux activités de Ishiki Otsutsuki. Voilà les devins, ça en est tout pour moi aujourd'hui, mais c'était quand même assez dense en informations. Mais je trouve que voilà, ça fait un tout très homogène. J'aime beaucoup l'histoire que cela forme, les références que l'on y trouve. Vous me direz en zone commentaire tout ce que vous en pensez. Ça justifierait vraiment pourquoi Kaguya a trahi le Ishiki Otsutsuki. On sait en plus que Kaguya a été un personnage émotionnellement très tiraillé. On connaît son histoire désormais, je ne vais pas la refaire ici. Voilà, c'est un personnage sur lequel on joue souvent sur la carte émotion pour justifier n'importe lequel de ses choix en réalité. Et franchement, ceci ne serait que la cerise sur le gâteau de savoir que cela a pu se produire dans son passé. Voilà les devins, vous me direz absolument tout ce que vous en pensez, vous êtes pour, vous êtes contre. Peut-être que vous voulez remanier un petit peu l'histoire mais en gardant quand même certaines bases communes avec ce que je vous ai proposé. Peut-être que vous avez vu d'autres similarités que je n'ai pas vues, que je n'ai pas traitées dans la vidéo. Partagez-moi tout ça juste en dessous dans la zone commentaire. D'ici là, je vous remercie tous énormément pour tout le soutien. Le pouce bleu d'ailleurs sur la vidéo du Darmagan, on est à peu près à 700 pouces bleus. Si franchement vous pouvez me faire la petite faveur de dépasser les 1000 pouces bleus sur celle-ci, là ça serait un cadeau magnifique. Merci infiniment à tous ceux qui joueront le jeu. En tout cas si le contenu vous a plu, c'est important. À vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Et ma page Utip est là facultativement si vous avez le temps. Le lien est affiché à l'écran, le lien est disponible en description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.